Il faut qu'il parte et il partira. Comment? Bien, ce président-là. On y va. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Fire! Tout le monde, ce président-là. Bienvenue donc à notre émission Savoir, comprendre et agir. Encore une fois, nous profitons pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. J'espère que du côté donc d'Abidjan, vous nous suivez, du côté donc de Paris et du côté aussi donc des États-Unis donc d'Amérique. Alors, ce que nous allons faire d'ici quelques petites minutes, vous donner le maximum d'informations que nous avons, revenir un peu sur tout ce que nous avons vu hier et faire un commentaire par rapport à l'évolution des choses au niveau donc d'Abidjan. Voilà, l'affaire Jacques Mangwa a été condamné à 5 ans donc, de prison ferme ce jeudi 3 octobre 2019. En dépit du manque flagrant donc de preuves qui faisaient donc de lui le déteneur, j'allais dire donc des munitions dont il a signalé donc la présence à sa résidence de Nguessan Kro dans son village natal. Les juges ont suivi donc le procureur Brahma Kone qui avait donc requis donc 5 ans ferme donc de prison. Les faits sont d'une simplicité, j'allais dire implacable. Comment puis-je donc détenir quelque chose, comme il le disait tout sans connaître l'existence donc d'une chose? A dénoncé donc Maître Luc Agué, l'âme en peine, comme il le disait. Donc, c'est aussi clair que ça à la barre. Donc, M. Jacques Mangwa a fermement clamé son innocence et démontré comment il avait personnellement informé la gendarmerie de la découverte donc, des munitions à sa résidence. Fidèle à sa ligne donc, d'accusation basée sur la présomption de culpabilité, le procureur Brahma Kone a requis donc 5 ans ferme contre lui et il a été donc suivi par les juges au terme donc d'un procès expéditif. Alors, cela a fait couler beaucoup d'encre de salive. Depuis lors, vous voyez, tous les juristes du monde entier ivoirien se sont donc prononcés. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est qu'au vu de ce que nous savons, tout Ivoirien est donc un prisonnier en sursis. C'est aussi simple que ça, cher ami. Ceux qui nous suivent, il ne s'agit pas donc d'être partisans en tant que tel. Il s'agit donc de voir les faits. Vous découvrez quelque chose dans votre cour, ce n'est pas dans votre maison, ce n'est pas dans votre chambre. Ou bien ce n'est pas dans un garage fermé, dans votre cour. Vous appelez donc la police et vous êtes condamné à 5 ans de prison au pays de M. Alassane Dramane Ouattara. Et puis, vous êtes élu du peuple. Le président du conseil général, voilà, donc de Braquet, c'est comme un peu comme le gouverneur. Le gouverneur découvre un objet. Il n'était pas là en ce moment, vous n'êtes pas présent, vous êtes en voyage, et on vous appelle pour dire non, il y a un objet suspect chez vous. Vous rentrez, vous faites une déclaration, vous portez plainte, et vous alertez les autorités automatiquement, sans enquête. On vous arrête et M. Brahma, le procureur Brahman, dit donc à M. Jacques Mangwa, il faut donc apporter les preuves que vous n'êtes pas donc détenteur. Si vous n'apportez pas les preuves, vous allez en prison. 5 ans. Voilà, en somme, cher ami, la situation que nous vivons. Croyez-moi, je suis un peu en train de rire, mais c'est quand même un peu malheureux de voir cela un peu en Afrique. Vous comprenez, Et cela se passe tous les jours. Nous avons donc des supporters. Nous sommes toujours en train donc d'applaudir ce qui est inacceptable. Il ne s'agit pas donc d'être du FPI, RDR, RHDP. Il s'agit de voir les faits, cher ami. Les faits sont là, les faits sont têtus. Vous découvrez un objet.
qui ne vous appartient pas. Dans votre cour, je ne dis pas dans votre chambre, dans votre cour. Je ne sais pas si vous me suivez, cher ami. Vous découvrez quelque chose dans votre cour. Bon, enfin, je reprends encore. Bon, mon ami Suleiman Sanogo, vous arrivez donc du boulot. Vous découvrez un objet suspect dans votre cour. Cher ami Sanogo, vous appelez les autorités. Et automatiquement, on vous enferme. Et puis, vous êtes condamné à 5 ans de prison. Cher ami Suleiman, on n'a pas forcément besoin d'être militant du RHTP, du PDCI ou FPI pour comprendre cela. C'est aussi simple. Vous découvrez un élément suspect. Pas dans votre chambre. Pas dans votre garage fermé. Pas dans votre maison, cher ami. Dans votre cour. Et vous appelez les autorités. Et automatiquement, on vous enferme. C'est quand même extraordinaire. Mais on est où là, cher ami? On est où? Alors, comme je l'avais dit, cher ami, en début donc, de semaine, mais cette affaire, pour moi, c'est très simple. Il ne faut même pas chercher, comme on le dit vulgairement, midi à 14h. L'objectif est très simple. 1. D'affaiblir le Vébaoulé au profit de M. Alassane Dramane Ouattara et surtout, la diversion. Parce qu'à l'heure où on vous parle, M. Ouattara et le gouvernement sont en train d'asseoir un RHTP, une CEI RHTP. Parce qu'aujourd'hui, qui parle forcément donc de cette CEI? Il y a 2 jours, c'était donc le sujet phare. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. L'objectif était très simple, cher ami. Détourner l'attention donc des Ivoiriens sur une contradiction mineure et faire passer la contradiction majeure. Parce que ce qui est beaucoup plus important pour le RHTP aujourd'hui, c'est les élections 2020. Ils ont été très clairs, cher ami. Ils nous ont dit, s'ils perdent le pouvoir, ils iront en exil. Et ils ont réussi à inculquer cela aux militants, aux sympathisants, dans les 4 coins du monde. Donc, pour ces militants et RHTP, cela devient une nécessité vitale. 2020 devient une nécessité vitale. Ça devient, permettez-moi l'expression, une affaire de vie ou de mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Détourner l'attention, créer une injustice flagrante où tout le monde en parle. Mais pendant ce temps, personne ne parle aujourd'hui de la CEI RHTP. Donc, ce que nous allons faire, chers amis, je reviendrai tout à l'heure donc dans les commentaires, donner beaucoup plus d'informations. Mais juste avant, il y a quelques éléments que nous allons faire suivre. Revenir sur les éléments d'hier, ce que nous avons appelé de Boakéoud, qui a quelque chose à voir avec Hollywood. Vous savez, à Hollywood, c'est là, vous voyez, une seule personne comme Rambo, qui va détruire toute une nation avec le montage que vous connaissez. Et c'est ce que nous voyons. Boakéoud, vous comprenez, où on va fabriquer. Enfin, je ne suis pas juriste, sincèrement, mais le citoyen que je suis, pour moi, c'est inacceptable. C'est-à-dire, je n'arrive pas du tout à me l'expliquer, cher ami. C'est inadmissible. Vous trouvez un élément suspect chez vous. Je dis bien, cher ami, cher ami Antonio, ou bien Yao Adeson, vous êtes en déplacement, disons, à Samatigila, et votre gardien vous appelle, patron, je viens de voir quelque chose ici, il y a des colis là, je ne connais pas l'origine, mais je vois les 2 colis. Les 2 colis sont derrière, cachés derrière un peu la cour. Le patron dit, de quoi il s'agit? Soit vous arrivez, ou bien vous demandez au téléphone, vous demandez à votre gardien, ouvrez, de savoir ce qui se fait, ce qu'il y a, le contenu. Enfin, voilà. Il ouvre le contenu, il dit, patron, ce que je vois là, je vois des machettes, je vois donc des munitions, et puis d'autres choses. Il dit, bon? Bon, j'arrive. Automatiquement, vous arrivez, vous allez alerter les autorités, la justice et autres.
Et on vient avec tout ce qui est comme manigance, on vient vous arrêter et on vous inculpe, on vous met en prison, en détention. Vous êtes le président du conseil général de la région. Le manque de respect. Quand on n'a pas du tout de respect pour nos autorités, on n'a vraiment plus d'État. Normalement, je ne dis pas que M. Jacques Mangwa est intouchable, quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais étant donné qu'il est le président, si on le voit de toute la région, il y a des mesures à prendre. Mais jamais nous allons voir cela peut-être dans un pays développé. Je ne dis pas que M. Mangwa ne doit pas faire face à ses responsabilités devant une cour de justice. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, cher ami. Mais étant donné que c'est Mangwa Jacques, entre guillemets le gouverneur, je préfère employer le terme gouverneur pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, le président du conseil général, il y a une procédure qu'il faut suivre. Alors on pouvait laisser le monsieur en liberté, mener des enquêtes beaucoup plus approfondies, interroger, la procédure devait suivre son cours. Et si vous avez des éléments suffisants, vous venez l'arrêter. Mais c'est tout, cher ami. Alors, non. Monsieur Jacques Mangwa appelle les autorités en lui disant, cher ami, autorité, je suis l'autorité quand même du pays, de la région. Je découvre des objets que je ne sais pas d'où cela provient. Venez faire un constat. On vous dit de porter plainte. Vous portez plainte et le même soir, le procureur Brahma, voilà, vous inculpe. 2 jours après, vous êtes jugé et condamné à 5 ans de prison. Mais, cher ami, vous qui nous suivez, cher ami, nous ne sommes pas en train de rire là. Vous qui nous écoutez, Albara connaît. Mais si M. Jacques Mangwa ne bénéficie pas du bénéfice du doute, lui qui est donc le président du conseil général, s'il ne bénéficie pas du doute, vous pensez que vous, Tony, vous allez avoir la présomption donc d'innocence? Vous le pensez réellement? Non. La réponse est non. On n'a pas forcément besoin d'être militant du PDCI RDA. On n'a pas forcément besoin d'être un grand représentant du RHDP pour comprendre cela. C'est tellement simple. Ce qui est arrivé est extraordinaire et nous ne devons pas l'accepter. Ce n'est pas une question de critiquer la justice en tant que telle, mais une justice devait pouvoir réconcilier. Vous comprenez? Je suis d'accord, même si c'est un montage qu'on voulait faire, mais on le fait avec intelligence, avec finesse quand même. Avec finesse quand même, cher ami. Alors, ce qui est arrivé donc, est pour moi inacceptable et aucun Ivoirien ne devrait accepter cela. Que vous soyez de l'opposition et du parti au pouvoir. Les hommes passent, le pays demeure. Si vous acceptez l'inacceptable aujourd'hui, cher ami militant du RHTP, imaginez-vous un seul instant si vous perdez le pouvoir demain. Un seul instant, vous perdez le pouvoir demain. Alors, avant donc de revenir par rapport à tous ces éléments et puis vous donner donc des reportages, suivons le film donc de la journée donc d'hier et nous reviendrons tout à l'heure dans voilà, au niveau donc de notre émission. Voilà. Alors, je pense qu'on devait pouvoir donc avoir l'élément, donner quelques petites secondes. Voilà. Oui, attends. Tu peux l'entendre. Tout le monde. Pas des PC. Oui. Attends, il fait les PC. Fais les PC. On va faire l'interview rapidement et puis après tu vas faire tes PC. Alors, on nous signale que nous avons perdu donc l'élément, nous allons donc la voir tout à l'heure, mais juste avant donc de voir l'autre élément, allons-y donc du côté, c'était donc l'avocat, de monsieur Jacques Mangwa Jacques qui s'exprimait hier. Nous allons donc suivre l'élément. Donc, nous allons
attendez. C'est donc le bâtonnier Luc Adjé. Comme nous le verdict du juge. C'est une décision de justice. Et en pareille circonstance, il s'offre à la défense une seule possibilité de pouvoir rétablir la vérité, c'est l'exercice de la voie des recours qui est la paix. Nous confirmons que dès demain, nous relèverons appel contre cette décision. Un sentiment à l'égard du droit qui a été dit. Peut-on dire qu'on est en droit d'être déçu de la justice ivoirienne? J'ai dit dans mes propos que dans un procès, il y a toujours au moins 3 vérités qui s'expriment. Celle qui est défendue et soutenue par l'accusation, celle qui est développée par la défense, et puis celle qu'exprime le juge, la juridiction qui rend la décision. Et j'ai surtout dit aussi, au-delà de ces 3 vérités, il y a une vérité qui est implacable. C'est celle de Dieu, qui est la vérité. Les autres ne sont que des vérités. Voilà. Et naturellement, quand on expose une vérité, quand on est convaincu, à la fin du procès, on ne peut que ressentir une sorte de déception. Parce que vous avez écouté, vous avez suivi le procès avec tout le monde. Les faits sont d'une simplicité enfantine. Quelqu'un qui n'est jamais, qui n'est pas chez lui depuis des mois, il établit que 2 jours avant les faits, celui qui a la charge de surveiller les lieux n'a rien trouvé de suspect et que 2 jours après, lui-même, il trouve un objet suspect et lui-même, il dépose une plainte. On dit que celui qui dépose la plainte est l'auteur. Celui qui découvre est le détenteur illégal. Il y a une ambiguïté qui frise, en tout cas moi, mon intelligence. Mais moi, je suis un juriste. Je suis surtout un acteur du système judiciaire. Et ma démarche de révolte s'inscrit dans la procédure à mettre en œuvre par l'exercice d'une voie de recours. Est-ce qu'il y a la main du politique en bas? Alors, moi, si vous me posez la question, ce n'est pas moi qui ai évoqué le politique. Vous avez suivi, disons, les réquisitions du procureur de la République. C'est lui qui a évoqué la question politique. Et évoquant la question politique, je le dis par extrapolation, on peut également évoquer la question politique. Parce que Mangwa Jacques est quand même le président de la région du Béquet. Et en tant que président de la région du Béquet, à l'approche des élections, on peut dire aussi, oui, pourquoi pas. Il y a un piège pour compromettre un peu sa présence sur le lieu au moment où les choses, l'approche des populations, au moment où les campagnes vont se faire. Donc oui, on peut dire, à partir du moment où le procureur lui-même, il a essayé de rattacher tout ça à des questions politiques, c'est lui qui a fait le parallèle avec Béoumi. Si on sort du terrain judiciaire stricto sensu et qu'on évolue vers un terrain politique que lui-même il a ouvert, je réponds aussi pour dire si, on peut dire oui, pourquoi pas. Si on veut empêcher, on doit de l'exercer. Pas, vous savez, ce sont des choses qui arrivent. On dit, vous savez, quand vous avez lu Machiavel, vous vous dites que c'est un domaine peut-être où tout est permis. Moi, je ne suis pas un politicien. Heureusement d'ailleurs. Mais moi, ma critique, elle va se faire devant la juridiction. Et j'espère simplement que la Cour d'appel sera très vite saisie et que la Cour d'appel va réexaminer ce dossier. Je vous ai dit, les faits sont d'une simplicité implacable. Comment je peux détenir quelque chose dont je n'ai pas connaissance de l'existence? C'est comme une question. Moi, je pose la question même à ma fille. Je ne sais pas si elle aura la même réaction. Si je n'ai pas connaissance d'une chose, comment je peux la détenir? C'est une question. Moi, je vous la pose.
Si vous me dites oui, que je peux ne pas connaître l'existence d'une chose et je peux la détenir, je vais dire ouais, peut-être que oui, on peut le poursuivre pour détention de choses illégales. Maître. Voilà, cher ami, hein, vous avez parfaitement écouté donc l'avocat, hein, Loïc Adjé, hein, de notre ami, de notre frère, M. Jacques Mangwa. C'est aussi simple que ça. C'est d'une simplicité. Ce n'est pas une chose à réellement compliquée. Hein, Yao Anderson, vous rentrez d'un voyage, ou bien vous êtes en voyage. Votre gardien vous dit, il y a un colis suspect. 2 jours après, avant d'abord, votre gardien n'a rien vu. Il répond après, il dit, non, il y a un colis suspect. Vous demandez certainement au gardien d'ouvrir, ou bien vous-même vous arrivez, vous constatez le fait, et vous appelez les autorités. Vous leur dites, ah, voilà ce qui se trouve chez moi. Les autorités arrivent, ils font des constats, ils prennent des photos, ils voient des empreintes, hein, des chaussures et tout ça. On vous demande, vous portez plainte le même soir avec tout ce que nous avons suivi et ce que nous avons suivi, et ensuite, vous êtes déféré à la MACA. Ah bon, à MACA, c'est pas bon, à la prison civile. Et dans les 48 heures, vous êtes jugé et condamné. 5 ans de prison. C'est quand même un peu extraordinaire, c'est quand même un peu trop gros. Donc, avant donc le verdict, hein, voilà, des vives tensions avaient donc éclaté ce jeudi 9 octobre 2019 à Guébonnois, ville située sur l'axe Abidjan-Bouaké, à quelques kilomètres donc de la ville donc de Bouaké, où le verdict donc dans l'affaire Jacques Mangwa était donc attendu. Des rumeurs faisaient donc état d'un mort. Je ne sais pas si cela a été vérifié, ce qui est sûr, nous avons vu un corps. Je préfère pour le moment ne pas confirmer, pour ne pas qu'on me dise, je suis en train de faire la propagation de mauvaises informations, vous comprenez. Mais c'est ce qui a été dit, hein, qu'il aurait eu donc un mort et plusieurs blessés. Nous avons vu quelques images, voilà. La situation était très tendue hier et même aujourd'hui, hein, donc le Baoulé. Plusieurs villes donc de la région donc d'Igbeke, hein, les circonstances précisées donc par Jacques Mangwa, le vice-président du PDCI-RDA, j'avais oublié en début de mission donc d'en parler, et ensuite président du conseil général donc de la région, c'est-à-dire le gouverneur, est humilié. Hein. Imaginez-vous un seul instant que cela se passait si c'était donc le RDR. Automatiquement, on allait brandir l'aspect régional ou ethnique. Mais c'est quand même extraordinaire. Et c'est quelque chose que tout Ivoirien ne doit pas accepter. Ce n'est pas une question d'être militant d'un parti politique, d'être une religion ou bien d'une région. Non, ça n'a rien à voir. Une injustice faite contre un citoyen ivoirien devient une injustice contre toute la nation, devient une injustice contre tous les Ivoiriens dans les 4 coins du monde. Et assurément, le cas Jacques Mangwa est une injustice flagrante. Nous ne devons pas l'accepter et nous n'allons pas tolérer. Aucun Ivoirien, je le répète, aucun Ivoirien ne doit accepter cela. Aucun Ivoirien. Parce que je répète, vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Le président Oufouet était au pouvoir pendant combien d'années? 40 ans, Oufouet est parti. Henri Konan Bédié était au pouvoir après 7 ans, un coup d'État de façon lâche, applaudi déjà par les opposants d'hier, il est parti. Le général Gueye est venu avec tout ce qui est comme armée autour de lui, il est parti. Laurent Gbagbo était là après 10 années, une guerre, il est parti. Monsieur Ouattara, il est là, il partira, cher ami. Alors, donc ceux qui nous suivent et ceux qui supportent cette injustice, vous serez dans l'opposition aussi demain. Donc, si vous acceptez une telle injustice, demain, la même injustice va vous frapper. Il est temps donc de dire à vos amis au pouvoir de faire en sorte que tout Ivoirien puisse vivre en paix.
Parce qu'aujourd'hui, assurément, il y a des gens qui sont protégés, qui sont devenus intouchables, des gens intouchables. Quand vous êtes du RHTP, vous êtes bien né. Vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Vous n'êtes pas du tout touché. Mais quand vous êtes de l'opposition, ah non, vous devenez donc judiciable. Alors voilà au moins quelques faits que nous allons mettre un peu sur la table. D'ailleurs, de l'autre côté, l'information que nous avons eue, un membre donc du comité, un membre donc de RACI, a été donc enlevé, aurait été, je préfère employer cela au conditionnel pour ne pas qu'on dise que je fais la propagation de mauvaises informations, même si l'information est déjà sur les réseaux un peu sociaux comme une traînée donc de poudre. Mais je préfère être voilà dans la légalité, puisque je sais que le procureur Adourisha nous suit. Il y a une tentative donc de supprimer un peu ce que nous faisons. Alors donc je perds aurait, voilà. Aurait été enlevé. Bon, là maintenant que nous avons un communiqué qui vient donc de nos amis du RACI, donc nous pouvons l'affirmer maintenant. Le communiqué donc du RACI relatif donc à l'enlèvement à Boaké du coordinateur régional du RACI du Bekem. Voilà le communiqué dans la soirée donc, de ce jeudi 3 octobre 2019. Mokhtar Diallo, coordinateur national du RACI pour la Côte d'Ivoire, coordinateur, j'allais dire, du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, en charge donc de la région de Duc-Becker, a été donc enlevé à Boaké aux environs donc de 20h30 au bord donc de la pharmacie Ténina, 6 au quartier Beaufort, par des individus non identifiés à bord donc d'un véhicule 4x4 double cabine, selon donc les témoins de la scène. Depuis lors, il demeure introuvable et injoignable. Soulignons à toute fin utile que M. Mokhtar Diallo venait donc de participer en sa qualité donc de responsable local de RACI et en solidarité avec son frère allié le PDCI-EDA à une marche de soutien à M. Mangwa Jacques, vice-président du RACI et président donc du Conseil général donc de Baké. Le RACI exprime son inquiétude quant au sort donc, du coordinateur régional et invite par conséquent les autorités publiques à tout mettre en œuvre en vue donc de le retrouver promptement sain et sauf. Fait à Abidjan, jeudi 3 octobre 2019, le secrétaire général du RACI et le docteur Koubali, donc Hervé, cher ami. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les enlèvements, parce qu'il a participé. Alors, selon nos amis du RHTP, ça devient un crime de lèse-majesté de voir un militant du RACI ou bien pro-Soro être proche du PDCI. Ça devient un crime de lèse-majesté. Ah non, 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 non. Oui, vous êtes RACI, vous êtes Soro Guillaume. Ah non, non, vous venez de même région que nous. Alors donc, vous devez être solidaire. En aucun cas, vous, homme de RACI, vous devez apporter un peu votre soutien au PDCI. Souffrez, cher ami. Madame Mariam Traoré, la députée, je ne peux pas parler de l'honorable Mariam Traoré, j'ai dit Madame Mariam Traoré avait été claire. Que ne pas du tout laisser les blacros, les bilacros là prendre le pouvoir. Donc c'est la logique. Ah non, 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 oui, vous, Diallo, un Diallo, allez apporter son soutien au PDCI, c'est un crime de lèse-majesté. Le Diallo ne doit jamais apporter son soutien. Surtout quand vous venez donc du Nord, vous ne devez pas apporter votre soutien au PDCI-EDA. Vous devez apporter votre soutien au RHTP. Voilà, apporter votre soutien à Alassane Dramani Ouattara, puisque c'est Alassane Dramani Ouattara qui défend vos intérêts. Voilà, nous sommes soufflés, ce que nous vivons un peu en Côte d'Ivoire. C'est quand même un peu extraordinaire de voir ce genre de choses. Impensable. On multiplie tout, on manipule tout, on change tout. Et ça devient sérieux. Et il est temps que les Ivoiriens se penchent un peu sur ça. Nous ne demandons pas à Pierre ou à Paul d'organiser donc la violence. Non, pas du tout. Pas du tout de violence. Surtout quand vous avez en face de vous un État violent, des gens qui utilisent la violence pour arriver au pouvoir. Ils seront plus violents que vous. Si vous utilisez la violence, ça ne passera pas. Mais il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. C'est la sensibilisation, l'organisation, et être prêt au moment opportun pour crier notre ras-le-bol.
Voilà un peu, en somme, le conseil que nous pouvons certainement donner à tous ceux qui nous suivent. Alors, de l'autre côté, il y a une réflexion très intéressante, alors, donnez-moi vous donner, c'est donc monsieur... alors, son nom m'échappe un tout petit peu, voilà, c'est monsieur Straka, c'est plutôt monsieur de Maître Ndri Claver, voilà, Maître Ndri Claver, qui avait fait une réflexion assez intéressante tout à l'heure. Je pense que je reviendrai au niveau donc de sa réflexion d'ici quelques petites minutes. Je devais pouvoir avoir un autre demande. Oui, un autre demande, ça vient donc du livre, hein, le poète. Alors, donnez une petite minute afin que je retrouve le titre donc de ce livre. C'est donc La rébellion donc des poètes de notre ami, hein, c'est ça, c'est Yann Aka. Il avait consacré une page, si vous avez donc ce livre, à la page 25 qui a été claire. Et c'est assez intéressant de le lire pour vous. Parce que Yann Aka dit, si vous avez la possibilité, vous pouvez donc vous procurer donc ce livre. C'est donc La rébellion donc des poètes. Ne faites pas comme la majeure partie donc de frères africains. Hein. Le plus souvent, nous n'aimons pas lire. Et généralement, le blanc nous dit, si vous voulez faire cacher quelque chose à un noir ou un africain, mettez dans un livre parce que l'africain ne lit jamais. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, hein, mais je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort quand même, cher ami. Alors, si vous avez la possibilité, procurez-vous donc ce livre, La rébellion donc des poètes. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans La rébellion des poètes? À la page 25, je crois que ça doit être le chapitre 7, qui dit donc le Seigneur donc des pros, et puis un trait, cureur. Voilà ce qu'il dit. C'est une pensée. Hein. Il dit, on honte au sein inquisiteur de la République qui manipule le droit pour servir donc ses maîtres. Il soumet la justice au gouvernant politique avec la dévotion fondamentaliste donc d'un traître. Il blanchit, bénit, justifie et purifie les délits et crimes donc de ses complices au pouvoir. Avec un zèle démesuré, il condamne et châtie innocents et opposants de ce régime crématoire. Honte à ce saint et guillotineur, à l'âme souillée, loyal aux puissants partisans donc du diable, pendant qu'il condamne des innocents au bûcher. Sont libres, ses amis, hein, récidivistes et coupables. Honte à ce grand prêtre et seigneur de l'injustice qui n'est compétent qu'au service donc du mal. Alors, c'est assez intéressant, c'est assez révélateur, cher ami. Hein? C'est un autre thème, c'est aussi clair que ça. Vous avez donc des procureurs aujourd'hui hein, qui ne font que véhiculer hein, le message hein, donc, de ceux qui sont au pouvoir. Ils utilisent tous les moyens de la Saint-Jean pour condamner ceux qui n'aiment pas le prince, celui qui est au pouvoir. Et oui, une fois vous êtes amis, partisans ou bien membres du parti de celui qui est au pouvoir, vous devenez donc intouchable. Et les autres, c'est donc la justice. Alors, si on appliquait la justice encore, c'était bien. Mais c'est l'injustice. On peut vous condamner, point oui ou point non. Et là, c'est quand même un peu dommage en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons revenir un peu sur ces informations tout à l'heure parce que je pense qu'on devait avoir donc quelques communiqués des partis politiques. Alors, revenir au niveau donc de ces communiqués, puis continuer un peu donc notre débat. Je pense très bien. Alors, le communiqué, ça vient donc du PDCI. Écoutons donc ce communiqué. Hein. Et la rentrée politique du réseau le mercredi 2, reprise des activités du réseau et échange PDCI-RDA et président du conseil régional du Béquet, Mongwa Jacques, le meeting du 19 octobre 2019 à Yamoussoukro, l'actualité bouillonnante sur la récomposition de la commission électorale indépendante CEI et enfin des remerciements à l'endroit du président Henri Konan Bédié pour avoir nommé certains membres du réseau au bureau politique et au poste de vice-président. Le président Djedri Ngoran a demandé l'apport et la contribution des membres du réseau pour la rédaction d'une déclaration dans le but de battre en brèche la politique du pouvoir actuel et son appareil répressif. À la suite des interventions et contributions, cette déclaration a été approuvée et acceptée de tous les membres. Au sorti de cette session plénière,
Monsieur Djedri Ngoran, président du réseau des cadres PDCI Notre Héritage, a fait une déclaration à la presse. Déclaration des cadres PDCI Notre Héritage du 2 octobre 2019. Le réseau des cadres PDCI Notre Héritage note avec indignation la cristallisation de l'atmosphère socio-politique par le pouvoir RDR-RHDP. Nous constatons que, depuis la rupture du PDCI-RDA d'avec le groupement politique RHDP et sa sortie définitive, le RDR-RHDP ne cesse de poser des actions tendant à entraîner des clivages entre les populations ivoiriennes. Cela se manifeste, entre autres, par des dénis de démocratie et des violations flagrantes des dispositions réglementaires, légales et constitutionnelles de notre beau pays. Quelques faits. Le 7 mars 2019, le pouvoir RDR-RHDP remettait en cause le principe établi et acquis du bulletin unique lors des élections en Côte d'Ivoire pour faire élire au forceps M. Amadou Soumaoro comme président de l'Assemblée nationale, qui, lui, formera un bureau sans les autres groupes parlementaires, violant ainsi le règlement intérieur de notre Assemblée nationale. Le 3 juillet 2019, le gouvernement proroge le délai de validité des cartes nationales d'identité, CNI, dont la quasi-totalité est arrivée à expiration au 30 juin 2020. Pourquoi seulement jusqu'au 30 juin 2020, quand on sait le nombre important de pétitionnaires avec les néo-majeurs et que le dispositif de renouvellement et de confession des CNI est inopérant. Pendant ce temps, de vastes réseaux de fraude sur la confection de CNI sont découverts sans qu'aucune enquête sérieuse et crédible ne soit menée. Pire, le gouvernement fixe le coût d'établissement et de renouvellement de la CNI à 5 000 francs CFA dans un climat de paupérisation et de pauvreté généralisée où plus de la moitié des Ivoiriens vit avec moins de 500 francs CFA par jour, tout en procédant à la distribution de fortes sommes d'argent à leurs militants pour cette opération lors des tournées politiques RDR-RHDP. Contraint par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à une réforme de la CEI, le gouvernement a ouvert des négociations afin de la rendre conforme à l'arrêt de la dite Cour, faisant fi des observations faites par les partis de l'opposition qui attendaient les thèmes de référence de ces négociations. Le pouvoir RDR, RHDP, signe une parodie d'accord avec des partis non représentatifs choisis par lui-même. À l'issue du Conseil des ministres du 25 septembre 2019, il désigne de manière unilatérale les 15 commissaires centraux de la Commission électorale indépendante, CEI, comprenant des personnalités qui suscitent plus de doutes que de sérénité dans cet important organe électoral. Aussi, procède-t-il le lundi. Voilà, c'était donc un communiqué assez intéressant. Alors, on aura la possibilité aussi donc d'avoir le communiqué, hein, cette fois-ci une déclaration donc, des élus des cadres du PDCI-RDA du Grand Centre suite à la condamnation de M. Jacques Mangwa, président du Conseil général du Béquet et vice-président du PDCI-RDA. Je pense que nous devons avoir l'élément. Alors, si vous êtes positionnés, nous avons positionné donc l'élément et puis nous reviendrons donc tout à l'heure. Alors, si nous avons l'élément, donnez-nous quelques petites minutes. Je pense qu'on doit avoir quelques soucis en ce moment. Nous y reviendrons donc un peu plus tard. Voilà, nous avons donc l'élément. Déclaration de l'association des élus et cadres PDCI du Grand Centre relative à l'affaire Jacques Mangwa.
l'ASC-PDCI Grand Centre vient de prendre connaissance du verdict suite au jugement en flagrant délit du président Jacques Mangwa, vice-président du PDCI RDA. L'ASC-PDCI Grand Centre dénonce cet acharnement injustifié sur le président du Conseil régional du Béquet. Nous insistons par ailleurs vice-président du PDCI RDA. En effet, le procureur a demandé à M. Jacques Mangwa, qui par ailleurs avait signalé la présence de ces objets à son domicile aux autorités, de faire la preuve que les munitions et les armes blanches trouvées à son domicile ne lui appartiennent pas, alors qu'il appartient à la justice de démontrer la culpabilité de l'accusé et partant de démontrer que les objets trouvés à son domicile lui appartiennent. Depuis le début de la procédure, l'administration judiciaire a nié au président Jacques Mangwa la présomption d'innocence. En effet, il a été l'objet de garde à vue de 2 jours sans avoir été entendu. Il a fait l'objet d'une détention préventive alors qu'il présente toutes les garanties de représentativité parce qu'il est président de la région du Béquet et que ses domiciles sont notoirement connus des autorités. Il vient d'être condamné ce jour, 3 octobre 2019, à 5 ans d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amende et 5 ans de privation de droits civiques suite à un jugement en flagrant délit alors qu'il était hors du pays lorsque les faits se produisaient. L'ASC PDCI Grand Centre dénonce avec la dernière énergie cette condamnation injuste du président Jacques Mangwa, vice-président du PDCI RDA, et qui compromet grandement la procédure de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. L'ASC Grand Centre exprime sa solidarité au président Jacques Mangwa, vice-président du PDCI RDA, témoigne sa compassion à sa famille et à toute la région du Béquet qu'il a massivement élu. L'ASC Grand Centre appelle à la libération immédiate du président Jacques Mangwa compte tenu de ce qui précède. Par ailleurs, l'ASC PDCI Grand Centre condamne la répression violente survenue dans le Béquet ayant entraîné mort d'hommes et des blessés par balles. L'ASC PDCI Grand Centre s'incline devant la mémoire des morts et exprime sa compassion à la famille des blessés. Voilà, c'est donc la réaction des cadres du Grand Centre. Hein, vous l'avez parfaitement compris, ils ne sont pas du tout... Voilà, vous comprenez hein, l'émotion. Et c'est aussi clair. Alors, la question de savoir, je pense qu'il y a des militants du RHCP avec qui j'avais discuté, qui avait été clair, qui dit, mais écoutez, au PDCI, vous ne faites que faire des déclarations, il n'y a pas donc d'action sur les terrains et tout ça. Alors, sans pour autant emprunter hein, les mots donc, des autorités, mais de façon générale, ce que je peux vous dire, hein, c'est que la culture du PDCI a toujours été la négociation, le dialogue, la discussion, les échanges fraternels. Le PDCI n'a pas réellement une culture donc, de conquête de pouvoir, comme le FPI qui est pratiquement sur le terrain, et cela a parfois des résultats, mais aussi donc des limites. Mais la politique, la négociation et surtout la pression peuvent avoir donc des effets à long terme
surtout quand vous avez affaire à face de vous un régime aussi violent. Parce que, selon moi, mes analyses et mes enquêtes, tout ça n'est que la provocation. 1. 2020. 2. Nous éloigner de la CEI-RHTP, puisqu'aujourd'hui, personne n'en parle, alors que ça devait être le sujet d'actualité. Voilà. Et 3. Créer encore donc une occasion pour enfermer le dernier siècle autour du président Henri Konan Bédié. Vous imaginez un seul instant le professeur Gikawe donne un mot d'ordre de manifestation. Ce régime que je connais automatiquement donnera l'ordre d'enfermer le professeur Gikawe, donnera l'ordre d'enfermer Jean-Louis Billon, donnera l'ordre d'enfermer XY, pour pousser donc les militants du PDCI-RDA, voilà, à aller donc à la rue pour voir les dispositifs. Soit ils réussissent à casser automatiquement tout ce qui est comme manifestation à venir, ou bien pourquoi pas le PDCI l'emporte. Donc cette stratégie du parti au pouvoir est quelque chose qui est en marche, mais ayant en face de lui un parti comme le PDCI qui a longtemps gouverné le pays et qui a une autre culture, une autre manière donc de faire la politique, les choses ne seront pas aussi simples. Donc le silence de ces autorités n'est pas forcément l'ignorance, la faiblesse ou la peur. Contrairement à ce qui se dit, je ne suis pas tellement d'accord avec ceux qui pensent que c'est un peu la faiblesse ou la peur. J'en conviens avec vous. Si c'était Laurent Gbagbo, il allait avoir une autre forme de lutte. Cette forme de lutte est parfois une très très bonne chose, mais peut aussi avoir aussi des conséquences. Comme la forme de lutte du PDCI-RDA peut être une bonne chose ou avoir des effets contraires. Et je le disais tout à l'heure à mon ami, que tous les chemins mènent à Rome. Il y a certains qui veulent passer par le Maroc pour accéder directement en Europe, en Italie, en Europe. Il y a d'autres qui peuvent passer par l'Italie pour accéder, donc si vous voulez, bon, je vais parler par la France, voilà, pour aller à la France, le chemin le plus court et le plus souhaité, c'est de passer par le Maroc. Mais vous pouvez aussi passer par l'Italie et arriver aussi en France. Donc, ce que je vais dire ici, la stratégie du PDCI-RDA qui est tant critiquée, en ce moment précis, est un peu justifiée. Parce que nous avons en face de nous un régime violent, un régime qui n'utilisera pas toutes les aides donc qui utilisera toutes les aides donc de la Saint-Jean pour enfoncer le PDCI-RDA et créer donc les conditions pour incarcérer le dernier siècle autour du président Henri Konan Bédié. Et comme le disait Jean-Louis Billon, les plus faibles et ceux qui ont de quoi se reprocher ont tous décidé donc d'aller au RHTP afin donc d'éviter ce qui s'est passé donc au plateau avec le maire Akossi Banjo qui se trouve aujourd'hui en exil, ce qui s'est passé un peu à Bassam, nous l'avons vu, ce qui a failli se passer donc au plateau, nous l'avons vu, et ce qui se passe à Boaké. Donc beaucoup de personnes, à tort ou à raison, n'ayant pas certainement la force nécessaire ou bien le militantisme au sens strict du terme comme M. Jacques Mangwa, cède à la facilité. Il préfère donc aller au restaurant. Le restaurant RHTP, voilà, il préfère donc le faire. Donc bref, ceux qui pensent réellement que le PDCI-RDA, sa manière de s'opposer n'est pas la bonne, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Surtout en pareille circonstance, hein. Je me répète, vous avez en face de vous un pouvoir violent, un pouvoir qui ne va pas lésiner sur les moyens pour arrêter donc les autorités. Aujourd'hui, dans les liens de mire du PDC du parti au pouvoir, c'est le dernier siècle autour du président Henri Konan Bédié. Donc, ceux qui nous suivent en ce moment, M. Tony, est-ce que vous souhaitez aujourd'hui que le mot d'ordre vienne de M. Gikawe? Sincèrement, je ne pense pas, M. Tony. M. Daniel Chiao, est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Je ne pense pas. Et comme je l'ai dit tout haut, pour le moment, le fruit n'est pas encore mûr. Le PDCI seul ne peut pas aller contre le RHTP. Il faut une coalition donc des Ivoiriens autour d'une cause.
pas pour aller en guerre contre le RHDP, mais amener le RHDP à accepter donc l'évidence, accepter donc la réalité et accepter ce qui est juste. En 2020, nous voulons donc une transition. On ne peut pas forcément dire une transition, mais on veut donc des élections libres et transparentes. M. Ouattara n'est pas candidat, ne doit pas être candidat parce que notre constitution ne lui en donne pas le droit. M. Ouattara nous a dit, allez voter pour cette nouvelle constitution parce que ça ne me concerne pas. C'est pour de futures générations. On ne peut pas dire pour de futures générations et puis en même temps dire ah non, ça veut dire que moi aussi je suis candidat. On ne peut pas le faire. C'est vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire aussi donc de la crémière. On ne peut pas l'accepter. Donc, bref, voilà un peu la situation dans laquelle donc, nous vivons. Je pense qu'on devait avoir aussi un autre deuxième élément. Alors, si nous avons donc, si les éléments sont réunis, allez-y donc au deuxième élément. Au troisième élément, donc j'allais dire, qui concerne un communiqué du PDCI RDA lu par nos amis donc, du PDCI TV. Du PDCI RDA. Suite au procès du vice-président du PDCI RDA et président du conseil régional du Gbeke, Jacques Mangwa, ce jeudi 3 octobre 2019, le PDCI RDA vient d'apprendre la condamnation au tribunal de Bouaké de M. Jacques Mangwa, vice-président du PDCI RDA et président du conseil régional du Gbeke, à 5 ans d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amende, 5 ans de privation des droits. De même, les populations venues exprimer leur indignation et leur refus de ce jugement par des manifestations pacifiques ont essuyé des tirs à balles réelles des forces de l'ordre, faisant un mort, plusieurs blessés graves et de nombreuses interpellations. Ce jugement inique et abscon s'est déroulé dans une procédure d'une rare rapidité, défiant le bon sens. Par ce jugement, le PDCI RDA et le peuple de Côte d'Ivoire se rendent bien compte que le pouvoir RHDP unifié vise de façon antidémocratique la prise de la région du Gbeke et de la zone du Grand Centre en général qu'il a perdu aux dernières élections municipales et régionales du 13 octobre 2019. Le PDCI RDA affirme que le pouvoir RHDP unifié a perdu cette bataille d'avance. En effet, face à ce déni de démocratie, le peuple souverain de cette grande zone centre répondra au parti unifié RHDP par un vote sanction qui consacrera son échec cuisant lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Pour l'heure, le PDCI RDA condamne avec fermeté ce jugement inique sans précédent. Condamne également les tirs à balles réelles effectués par les forces de l'ordre contre les paisibles populations venues apporter leur soutien au président du conseil de leur région. S'incline devant la mémoire du jeune Kwasi Nguessan Romaric dit Dibi Nguessan, âgé de 32 ans, originaire de Kondoukro, militant de la liberté tué à Djebonois. Apporte sa compassion aux nombreux blessés et à leurs familles respectives. Exige la libération immédiate de tous ceux qui ont été interpellés injustement. Adresse ses sincères condoléances à la famille du jeune disparu. Au regard de ces dérives, le PDCI RDA prend à témoin l'opinion nationale et internationale des risques d'une dégradation accrue du climat social. Fait à Abidjan le 3 octobre 2019. Le secrétaire exécutif par intérim du PDCI RDA, M. Seribi Nguessan.
Voilà, vous avez donc écouté Monsieur Seribi Nguessan donc dans son communiqué. Hein, voilà, un communiqué qui en dit long. Hein. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne. Toujours, c'est toujours le même communiqué, toujours le même communiqué. Bon, d'accord, je vous comprends parfaitement. Hein, mais je répète, quand vous avez en face de vous un pouvoir violent, comme ce que nous avons en ce moment, un pouvoir qui n'arrive pas du tout qui n'hésite pas du tout, hein, tirer sur donc les populations en main nue, il faut faire très attention. Hein, faire très attention. Et pour le moment, le PDCI ne peut pas aller seul contre le RHTP. C'est pas possible. Si le PDCI va seul aujourd'hui, le RHTP réussira à détruire la machine de ce grand parti en emprisonnant, avec des emprisonnements de façon dans tous les sens. Et c'est ce que nous voulons en ce moment? Non, je ne pense pas. Je sais que vous avez le cœur meurtri. Je sais qu'il y a beaucoup de militants du PDCI-RDA qui sont prêts à manifester donc leur colère, pas de façon violente, mais à dire à qui de droit, nous ne sommes pas du tout d'accord. J'en conviens avec vous et je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais je pense que soyons encore un peu patients. Soyons encore un peu patients. Le moment où viendra où toute la population, ou bien une très grande partie de la population avec les militants des autres partis politiques vont faire front avec le PDCI-RDA pour réclamer donc justice. Soyons encore patients, mais des patients très actifs sur le terrain. Continuons donc la pression, continuons la mobilisation, la sensibilisation et surtout non à la violence. Nous ne sommes pas un parti où nous faisons la promotion de la violence. Mais nous sommes unis en ce moment, nous sommes presque unis en ce moment, Et avec une petite stratégie, le moment opportun, nous réussirons à dire à qui de droit ce que nous voulons. Ce n'est qu'une question de temps. Soyons un peu patients. C'est vraiment malheureux de voir notre président, notre vice-président être emprisonné dans une injustice totale. Et tout ça, c'est de la provocation. Alors, nous céder à cette provocation, je ne pense pas, cher ami. Alors, nous revenons donc dans le débat un peu plus tard. Je pense qu'on devait avoir un dernier élément. Je pense qu'on devait avoir un dernier élément. Et si nous avons donc les derniers éléments positionnés sous là, et puis nous reviendrons donc dans le débat tout à l'heure. Je pense que si nous avons un dernier élément, et si nous l'avons, oui, et si nous ne l'avons pas, nous revenons tout à l'heure au niveau donc de notre direct. Alors, tout à l'heure, en début de mission, j'avais été clair, cher ami, que ce qui était beaucoup plus important pour le RHTP aujourd'hui, oui, c'était donc l'élément que nous avons. Pendant ce temps, M. Henri Konabédié continue ses consultations. Il a reçu donc une délégation donc du COGEP. Selon des informations, le COGEP aurait donc adhéré à la plateforme du président Henri Konabédié. Écoutons donc le reportage de nos amis donc de PDCI TV. A accordé une audience ce jeudi 3 octobre 2019 à une forte délégation du COGEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité de M. Charles Bleu Goudet. Conduite par son premier vice-président, M. Roselyn Bly, cette délégation est allée témoigner sa gratitude au président du PDCI-RDA pour ses nombreuses actions pour la paix et aussi lui dire merci pour avoir dépêché une délégation du PDCI-RDA à La Haye auprès de leur leader. À cette rencontre, le président du PDCI-RDA était entouré de certains de ses collaborateurs, dont M. Ndripie Narcisse, porte-parole, M. Seribi Nguessan, secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations, et Mme Djenebou Zongo, directrice de la communication. Cette visite a été paraphée par une photo de famille. M. Roselyn Bly, premier vice-président du COGEP, s'est prononcé sur la rencontre et l'actualité politique du pays, notamment la CEI, le cas Jacques Mangwa, président du conseil régional du Béquet et vice-président du PDCI-RDA. Je suis venu ce soir avec une forte délégation de la direction de mon parti, au nom de notre leader, le président Charles Bleu Goudet. On vient donc à la résidence de son Excellence, le président du PCRDA, son Excellence, M. Henri Konabédié. Nous sommes venus d'abord lui témoigner notre gratitude, notre reconnaissance au regard des nombreuses actions menées par le PDC et son président à l'endroit de notre président Charles Bleu Goudet. Parce que vous êtes sans ignorer que
le PCI-RDA, par le truchement de son président, envoie une délégation officielle à La Haye pour apporter soutien, pour apporter réconfort, pour apporter compassion à notre président Charles Blé Goudé dans la situation difficile qu'il traverse actuellement. Beaucoup de délégations de PCI sont succédées à La Haye. Mieux, le président Nicolas Bédier même passé à plusieurs reprises des coups de fil pour s'enquérir des nouvelles d'autres leaders, pour voir comment il va, malgré son acquittement, mais détenu de manière temporaire. Et donc, ce sont des actes forts, des actes de solidarité que le PCI a posés à notre endroit, sont venus donc témoigner notre reconnaissance, notre gratitude. On le dit, c'est pendant les moments difficiles qu'on voit les vrais amis. Et le PCI n'a manqué de nous soutenir, n'a manqué de nous apporter son soutien. Je voulais dire merci. Merci. Deuxièmement, vous savez que nous sommes dans le champ politique en Côte d'Ivoire et le président Henri Konan Bédier a initié une plateforme d'opposition politique pour rassembler tous les acteurs politiques pour que nous puissions aller à la paix et à une réconciliation véritable dans notre pays. Sur cette base, le COJEP adhère pleinement. C'est pourquoi nous sommes venus échanger pour que, main dans la main, nous puissions conduire véritablement notre pays donc dans les destinées meilleures, pour que la réconciliation soit une réalité dans notre pays, pour que cessent les brimades, que nous parlons de paix, de cohésion nécessaire pour l'épanouissement de nos peuples. Et nous partons rendre compte à notre président et dans les jours à venir, le parti va se réunir et décider la conduite à tenir. Nous voulons condamner le passage en force opéré par le régime en nous imposant cette CI monocolore qui est truffée des militants du RDR, du RAIDP. Et à la même occasion, nous voulons interpeller le gouvernement et revoir sa copie. Il n'est pas tard de sauver la Côte d'Ivoire d'une éventuelle crise électorale. Parce que pour nous, il est important, d'un pays de paix, de dialogue, de nous asseoir autour d'une table, autour de la Côte d'Ivoire, pour revoir cette CEI en profondeur. Mieux même, la confier à la société civile qui est impartiale pour diriger de manière convenable dans les élections en Côte d'Ivoire. C'est notre position à nous, au COJEP. Ce qui se passe à Bouaké avec l'arrestation du président Mangwa Jacques, président du conseil régional de Bouaké, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre solidarité à l'endroit du PDC-RDA pour ces moments difficiles. Et c'est nous doit nous interpeller pour nous soyons ensemble, parce que ce régime ne cesse de nous servir brimade et arrestation arbitraire. Il urge donc que toute l'opposition politique se retrouve pour lutter, pour que plus jamais en Côte d'Ivoire, un Ivoirien soit arrêté pour ses opinions. Parce que nous voyons que nous pensons que c'est une arrestation arbitraire. Nous voulons condamner cela et interpeller le régime à l'apaisement. Voilà l'apaisement, la Côte d'Ivoire en a besoin. Voilà, et vous avez parfaitement raison, hein, l'apaisement, hein, la Côte d'Ivoire a beaucoup besoin de ça en ce moment. Hein. Voilà, que nos amis au niveau donc, du RHTP jouent à l'apaisement, créent des conditions pour que nous puissions donc aller aux élections en 2020 et que ces élections se passent très bien. Et celui que les Ivoiriens voudront sera donc le futur président. Toute autre chose est quelque chose d'inacceptable. Je répète, cher ami, ce qui se passe à Bouaké, cette injustice flagrante, pour moi, est faite donc à dessein. Détourner donc l'attention de toute la population, détourner l'attention des militants, détourner l'attention des partis politiques vers le cas Mangwa, et pendant ce temps, tenter bon an mal an d'imposer cette CEI RHTP. La chose la plus importante pour le RHTP en ce moment, c'est 2020. Tout ce qu'ils feront autour, pour moi, ça sera donc la distraction. 2020, Amadou Soumarou a été clair.
si nous perdons ce pouvoir, nos parents iront à l'exil. Vous avez écouté aussi la députée Mariam Traoré. Il ne faut pas donner donc ce pouvoir au Bilakro. Vous comprenez? Donc, 2020 devient le RHCP en train de positionner dans la tête de ses militants comme une nécessité vitale, cher ami. Alors, écoutons un peu pendant ce temps ce nouveau président de la CEU est élu dans des conditions floues. Croyez-moi, plus je l'écoute, plus j'ai des craintes. Voilà. Je ne pense pas que ce monsieur réussira à créer donc les conditions donc d'une paix. Je crois qu'on doit avoir donc non éléments par rapport au nouveau président en guillemets CEI, le nouveau président CEI RHTP. Je crois son nom c'est quoi encore Koulibaly Kulibé, c'est ça. Koulibaly Kulibé Ibrahim. Voilà. Alors écoutons donc notre ami Koulibaly Kulibé Ibrahim. Plus je l'écoute et plus j'ai l'impression que nous sommes partis pour encore des petits problèmes encore en 2020. Écoutons, c'est ça, Koulibaly Kulibé, c'est ça, Koulibaly Kulibé Ibrahim. Voilà, je ne sais pas ce nom-là, ça sort d'où. C'est la première fois d'entendre ce nom-là. Koulibaly Kulibé, voilà. Écoutons Kulibé et nous révélons. Mais elle n'est pas impossible. Kulibé, écoutons Kulibé. Nous formons une famille depuis la prestation de serment au Conseil constitutionnel. Et c'est cette famille au sein de laquelle nous allons nous mouvoir. Nous allons exécuter notre mission, qui est celle d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Je voudrais également m'adresser aux électeurs. Mais avant, dire à mes collègues commissaires centraux qu'il faut qu'on se mette au travail parce qu'on nous regarde. La nation nous regarde. Certains même se posent la question de savoir ce qu'on a fait à Dieu pour qu'on nous amène au conseil, comme on appelle ça, à la commission électorale indépendante. Parce que élection rime avec crise. Mais il faut que cela cesse. Il faut que nous fassions de sorte qu'il n'y ait plus de crise après les élections. Pour voter, il faut qu'il y ait des lois. Et les lois sont contenues dans le code électoral principalement. Il faut donc nous atteler à adopter le code électoral. Et après l'élaboration du code électoral, il faut procéder à la révision de la liste électorale. Laquelle liste est un document dans lequel sont enregistrés les électeurs. Alors si tous les électeurs sont des Ivoiriens, tous les Ivoiriens ne sont pas électeurs. Il faut donc faire de sorte que se trouvent sur cette liste ceux qui remplissent les conditions pour être électeurs. Il y a certains qui ne sont plus électeurs parce que décédés, parce que privés de leurs droits. Il y a d'autres qui sont devenus électeurs parce que devenus majeurs ou ont recouvré leurs droits. Donc il faut faire de sorte que la liste électorale corresponde à la réalité. Et c'est un travail, et c'est ce qu'on appelle la révision de la liste électorale. Et après la révision de la liste électorale, il faut nécessairement installer les commissions locales. Vous savez, nous voyons seulement que la commission centrale, mais la CEI est composée de la commission centrale et des commissions locales qui s'articulent autour de la région, des départements, des communes et des sous-préfectures. Donc il faut installer les démembrements de la CEI dans toutes ces circonscriptions administratives, à l'effet de mener à bien notre mission sur toute l'étendue du territoire, parce que voter, c'est un droit. Et après, il faut élaborer des titres d'électeurs, les cartes d'électeurs, il faut préparer les documents électoraux, il faut faire de la sensibilisation, il faut former les gens. Voilà les différentes tâches qui nous attendent. Et vous pensez bien aisément que l'heure n'est pas au discours. Et c'est pour cette raison que j'exhorte ici mes collègues, mes frères de la commission centrale de nous atteler à ces différentes missions. Mais pour mener à bien ces missions, il faut que je m'adresse un peu à nos concitoyens, et notamment les électeurs. Je n'ai pas qualité pour m'adresser aux Ivoiriens,
parce que je n'ai pas été élu au suffrage universel direct. J'ai été élu par 15 personnes, simplement pour organiser des élections. Donc, je m'adresse à ceux qui sont nos partenaires, c'est-à-dire les électeurs. Je voudrais et je souhaiterais, au nom de tous les commissaires ici présents, qu'ils nous fassent confiance. Qu'ils ne préjugent de rien, qu'ils nous fassent confiance. Ici, il y a plusieurs compétences. Et c'est un creuset d'intelligence, qu'ils nous fassent confiance parce que nous avons prêté serment. Le serment est une alliance que nous avons nouée avec la vérité. Et ensuite, la commission électorale indépendante fonctionne de façon collégiale. Ce n'est pas M. Cubière qui va prendre seul des décisions. Les décisions se prennent ensemble. Et au sein de la commission électorale indépendante, tous les acteurs des élections sont représentés. De sorte que il faut être si fort pour tronquer la vérité. Il faut donc nous faire confiance, faire de sorte que nous puissions bénéficier de la présomption d'innocence si vous nous considérez comme étant des coupables. Mais pour être coupable, il faut avoir agi. Nous n'avons pas encore agi. Il faut nous présumer innocents. Et c'est une valeur constitutionnelle. D'ailleurs, l'article 7 de la Constitution prescrit que le prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties nécessaires à sa défense. Il faut donc nous présumer innocents et nous juger sur les actes. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce sage Portalis qui disait « Il faut présumer le bien tant qu'on n'a pas prouvé le mal. Et comme on n'a pas encore posé d'acte mal, il faut nous présumer de bonne foi. Il faut nous faire confiance. » Alors, vous l'avez parfaitement compris, hein, comme l'Ivoirien dirait, c'est un beau parleur. Hein? Alors, aujourd'hui, M. Cubière, vous demandez aux Ivoiriens hein, de vous accorder le bénéfice du doute. Président Cubière, vous avez accordé le bénéfice du doute à M. Jacques Mangwa? Avez-vous accordé le bénéfice du doute à Jacques Mangwa? Si dans ce pays-là, on peut condamner Jacques Mangwa dans ces conditions floues, c'est vous, demain, vous n'allez pas pouvoir déclarer candidat X vainqueur de ces élections? Non, on ne peut pas vous accorder le bénéfice du doute, cher ami. Nous avons déjà été mordus par plusieurs serpents et nous avons peur maintenant des vers de terre. Nous ne pouvons pas vous faire confiance, c'est tout. C'est aussi clair que ça. Vous faites confiance, en 2020, nous irons encore à une guerre. Pour moi, Diane, c'est tellement simple. Les acteurs devaient s'asseoir. Trouver donc le juste milieu après des négociations et des discussions. Hein, trouver un homme crédible, un homme comme Francis Vaudier, qu'on aurait pu mettre comme président de la CEI. C'est tout. Nous savons que ce monsieur, hein, il est pétri de talent et un monsieur très honnête. D'ailleurs, c'est pourquoi il n'a jamais réussi en politique, parce qu'il est tellement honnête. Et les Francis Vaudier, peut-être, nous pouvons trouver. À défaut d'avoir Francis Vaudier, on peut avoir cette autre personne. Mais vous, Cubière, vous ne faites pas l'unanimité en vous entendant parler, vous devenez encore plus dangereux. Et là, votre voix dit que ce monsieur-là, demain, s'il déclare le RHP vainqueur, il ne reviendra pas en arrière, il fera tout pour que le RHP gagne. Donc, on ne peut pas vous faire confiance, cher ami. Et en plus, c'est parti que les personnes que vous avez mis à la CEI, là, quelle chance! Ont-elles donc leur parti ont donc de remporter des élections? Non, il aurait fallu réellement que non seulement avoir un membre du FPI AFI, un membre du FPI Laurent Gbagbo, parce qu'il représente la majorité, et aussi du PDCI RDA, surtout du PDCI et du FPI, parce que mathématiquement, ce sont ces deux partis, en plus du RHP, qui peuvent gagner des élections aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bon, je sais que certaines personnes nous diront que peut-être en 2020, un indépendant peut créer la surprise. C'est possible. Mais au vu de la configuration politique en Côte d'Ivoire, les choses seront beaucoup plus compliquées pour qu'un indépendant remporte donc des élections. C'est clair. Mais ce n'est pas impossible.
Donc, mathématiquement, ceux qui ont beaucoup plus à perdre et à gagner aussi, ce sont ces trois partis. Donc, ces trois partis devaient être dûment représentés. Normalement, il y a 15 membres de la CEI, il devait donc avoir minimum 3 du FPI, 3 du PDCI, 3 du RHDP. Et les 6 autres, nous allons trouver la commission, machin, tout ça, parce que ceux-là seront là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas donc de tricherie. Mais tel que c'est conçu avec ces membres que nous avons, c'est douteux. Avec ce qui s'est passé au plateau et ce qui s'est passé à Bassam, nous ne pouvons pas vous faire confiance, cher ami. Il dit, ah non, nous avons prêté serment. Oui, mais le procureur Brahma a prêté aussi serment, cher ami. Brahma connaît, il a prêté aussi serment. Nous savons ce qui s'est passé à Bouaké. Hein? Donc, prêter serment ne veut plus rien dire en Côte d'Ivoire. Les gens s'en foutent. Il dit tous les acteurs sont représentés. Non, ce n'est pas tous les acteurs ne sont pas représentés. Le RHDP s'est fait représenter, voilà, a représenté tous les partis politiques et il positionne des personnes. Il dit non, celui-là, il est PDCI. Nous, RHDP, on choisit qui est RDR. Oui, on choisit qui est RHDP. Voilà, voilà ce que nous avons, cher ami. Hein? Donc, venez pas certainement nous distraire, M. Kubier. Alors, il parle des présomptions d'innocence. Là, j'ai déjà répondu. De quelle présomption d'innocence? Ah oui, l'article 7, pas de présumé la prison. Mais quel article 7 là s'est appliqué à Jacques Magua Jacques? Je ne pense pas, cher ami. Hein? Donc, on ne peut pas vous faire confiance. Le RHDP tient tellement aux élections 2020, le fait de vous avoir choisi, là, nous fait peur. C'est aussi clair. Le RHDP n'ira pas choisir quelqu'un qui ne fera pas son affaire. Monsieur Ouattara n'ira pas choisir quelqu'un qui ne fera pas son affaire. Il est le seul candidat, lui, Ouattara, qui a lui son représentant là-bas, la CEI. Allez-y comprendre quelque chose. Ouattara, lui, a son candidat, a son représentant. Donc, celui-là, c'est le paquepato de monsieur Ouattara qui est prêt donc, à lui donner toutes les informations. Monsieur, c'est ça, c'est sur le coup, hein, c'est ça, sur le coup, je pense très bien. Un monsieur sympa que j'ai eu la possibilité d'échanger avec lui quand il était aux États-Unis. Hein? Voilà. Voilà, mais il a son représentant. Il a son représentant là-bas, il est le seul candidat. À vous de vous faire confiance. Faites confiance à qui? Avec tout ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, on vous fait confiance? Il faut arrêter là. Il faut arrêter. Généralement, on ne fera pas confiance. Alors, c'est pour répondre à quelques questions, quelques préoccupations de quelques frères sur les réseaux sociaux. Je crois que j'avais vu une préoccupation qui devait m'amener à répondre, à réagir. Hein. Je crois qu'il venait, ça devait être de M. Bakayoko, c'est ça, Karamoko, hein, qui demandait, oui, la Constitution ne permet pas donc à M. Ouattara d'être candidat et bédier. Alors, M. Bakayoko, vous êtes allé à l'école. Hein. Je crois que ce faux débat-là, arrêtons ce faux débat. Arrêtons ce faux débat. Je ne suis pas en train de faire la campagne pour une candidature de M. Henri Konan-Bédié. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Mais je me dis, quand on a des lois, il faut les respecter. Ma connaissance, la Constitution, aujourd'hui, n'exclut pas M. Henri Konan-Bédié. Mais la Constitution exclut M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà un peu la différence, cher ami Bakayoko, Karamoko. Je crois que je devais avoir un élément donc, de cette Constitution. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit rapidement? Voilà, je crois que je devais avoir donc un élément de la Constitution. Hein. Donc, voilà, la Constitution, c'est donc à son article 3 du pouvoir exécutif, chapitre 1er. Alors, le chapitre 1er, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de la composition de l'exécutif. Il dit l'exécutif est composé donc du président de la République, du vice-président de la République et du gouvernement. Ensuite, le chapitre 2 dit le président de la République. Le président de la République est donc le chef d'État. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État. Il est garant donc de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect donc des engagements internationaux. À son article 55 qui dit le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Il choisit un vice-président de la République qui est donc élu en même temps que lui.
Alors, qui continue, il dit, le candidat à l'élection présidentielle, cher ami Karamoko, hein, ça c'est beaucoup plus important. Il dit, le candidat à l'élection présidentielle doit jouir donc de ses droits civiques et politiques et être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement des nationalités ivoiriennes de père ou de mère eux-mêmes d'origine. Monsieur Karamoko, après avoir lu ça, je ne vois pas où on doit engager le débat. Si M. Henri Konan Bédié pense qu'il a les moyens de se faire élire comme le candidat du PDCI-RDA, mais il le fera. Tout dépendra des militants du PDCI. Et ensuite, il se présentera à une élection présidentielle et tout dépendra donc des Ivoiriens. Mais qui suis-je pour demander à Henri Konan Bédié de ne pas se présenter à une élection? Ce que je pense hors antenne n'a rien à voir avec le droit. Cher ami Karamoko, ce que je pense hors antenne n'a rien à voir avec le droit. Est-ce que notre constitution donne la possibilité à M. Henri Konan Bédié d'être candidat? Mais oui! Mais oui! Il remplit les conditions. Il dit le président de la République doit jouir de ses droits civiques et politiques. Henri Konan Bédié jouit de ses droits civiques et politiques, oui ou non? Oui. Il doit être âgé d'au moins 35 ans. Monsieur Henri Konan Bédié a au moins 35 ans? Oui. Il doit être exclusivement des nationalités ivoiriennes. Henri Konan Bédié est ivoirien? Oui. Né de père ou de mère d'origine. Est-ce qu'Henri Konan Bédié est dans le cas? Oui. Karamoko, le problème est où? Il n'y a plus de problème là. Après avoir dit ça, ce que je pense hors antenne n'a rien à voir avec la réalité. Respectons nos constitutions. Ce n'est pas parce que M. Ouattara ne peut pas être candidat à une élection présidentielle qu'il va forcément demander à Henri Konan Bédié, à Laurent Gbagbo de ne pas être candidat. Même si j'en conviens avec vous qu'en 2020, il faut une nouvelle génération. Mais cette nouvelle génération, il appartient à la population de choisir, à la population de décider. Si la population pense qu'il faut une nouvelle génération, faisons en sorte que ces élections soient crédibles, transparentes, afin qu'un nouveau président soit d'une nouvelle génération. Mais on ne peut pas le dire à M. Ouattara d'aller s'asseoir pour dire oui, parce que moi, la Constitution ne me permet pas d'être candidat. Alors, Henri Konan Bédié, qui a même âge que mon grand frère aîné, qui a été enterré, Henri Konan Bédié et moi, nous sommes allés le voir là-bas, nous sommes allés l'enterrer. Oui, il ne va pas être candidat. Mais on se fout de qui, là? Il faudrait qu'on apprenne à respecter quand même nos constitutions et donner la possibilité aux Ivoiriens de se prononcer. Monsieur Karamoko, vous pensez qu'Henri Konan Bédié est âgé? J'en conviens avec vous. Mais ce n'est pas vous et moi qui devons choisir le nouveau président. Nous pouvons contribuer à ce choix. Mais nous donnons la possibilité aux Ivoiriens très intelligents, peut-être que nous sommes en train de les rendre bêtes maintenant, mais très intelligents de choisir qui sera le futur président, surtout en fonction de tout ce que nous avons vu. Vous comprenez? Donc, justement, ne créons pas des problèmes où il n'y a pas. La Constitution est claire. Cette Constitution donne la possibilité à M. Henri Konan Bédié de se présenter. Mais elle ne donne pas la possibilité à M. Ouattara de se présenter, mais qu'il arrête certainement la distraction en se comparant à Henri Konan Bédié. Et comme je le dis, le futur président, cher ami Karamoko, sera choisi par les Ivoiriens, pas par vous et moi, ou bien par M. Ouattara. Nous pouvons contribuer. Mais c'est la voix donc de près d'électeurs, de près de 6 millions de personnes qui décidera qui sera le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Voilà un peu pour clore avec ce faux débat sur la candidature ou non de M. Henri Konan Bédié. Cette candidature doit être décidée par les militants du PDCI-RDA à leur convention et ensuite par toute la Côte d'Ivoire lors des élections présidentielles. C'est tout. Le reste, là, ce n'est que de la distraction, ce n'est que donc des faux débats. Voilà, M. Ouattara, la Constitution ne permet pas à M. Ouattara d'être candidat. Lui-même nous a dit que la Constitution, pour moi, si M. Ouattara a envie d'être candidat, il faudrait qu'on parte au référendum. Voilà. Un autre référendum. Êtes-vous pour ou contre la candidature de M. Ouattara à un troisième mandat? Vous comprenez, hein? Au vu de tout ce que nous savons. Voilà, un référendum. Mais sinon, notre Constitution ne permet pas à M. Ouattara d'être candidat. Mais il sera candidat pour quoi même? Pour faire quoi? Parce que, cher ami, voilà ce qu'il y a. Je vais vous dire exactement ce que je passe un peu donc, du cas de M. Ouattara, hein, c'est clair. Celui qui vient dire que M. Ouattara n'a pas posé donc, des actions sur le terrain, c'est un menteur. Celui qui dit que sur le plan économique, il n'y a pas d'avancée, c'est un menteur. Celui qui dit que M. Ouattara n'est pas en train de bâtir des choses assez intéressantes pour la Côte d'Ivoire, c'est un menteur.
Mais là où M. Ouattara a échoué, et moi qui est assez essentiel, qui ne méritait même pas même un deuxième mandat ou un troisième mandat, c'est au niveau donc de la réconciliation donc des Ivoiriens. C'est clair. Et ensuite de son rattrapage ethnique. Le rattrapage ethnique que M. Ouattara nous a imposé. D'ailleurs, à la CEI, il faudrait qu'on ait un homme qui vient donc du Nord pour être président de la CEI après avoir occupé tout ce qui est comme institution du pays. Ce rattrapage à lui seul fait que M. Ouattara ne doit plus être président. Pour moi, il doit même plus pratiquer la politique parce que le rattrapage est plus dangereux que toute forme de discrimination en Côte d'Ivoire. Ce rattrapage est tellement dangereux que M. Alassane Dramane Ouattara ne doit plus se présenter à une élection présidentielle. Mais dis-moi, c'est-à-dire que nous finissons les études là parce que vous appelez Karamoko, vous avez le droit, vous avez la possibilité donc d'être choisi, d'avoir un poste. Et l'autre qui s'appelle peut-être Digbe ou Kone, il n'a pas la possibilité. Mais on est où là? On est où là? C'est quelles conditions on crée? Alors, qu'on s'appelle Koulibaly, Bakayoko, Kone, vous avez le droit donc d'avoir des postes. Mais l'autre, il s'appelle Digbe, il s'appelle Su, il n'a pas cette possibilité. Ce rattrapage en lui seul fait que M. Ouattara ne doit plus même être dans la politique ivoirienne. Parce qu'il devient très dangereux pour l'unité nationale. Voilà. Sinon, celui qui vient dire que M. Ouattara n'a pas posé des actions, non, je pense que c'est une exagération. Il a posé beaucoup d'actions sur le terrain. Je suis un conservateur, un oufouetiste pur et dur. J'ai adoré la politique de Houphouët-Boigny parce que c'était un bâtisseur. Quand je sortais de la Côte d'Ivoire, j'étais fier. Dans les années 90, au moment où on sortait de la Côte d'Ivoire, c'est la tête haute parce que Oufou était un bâtisseur. Si Houphouët-Boigny, vous êtes un enfant pauvre, vous vous appelez Digbe. Vous êtes un enfant riche, vous vous appelez Kone. Vous avez pratiquement les mêmes chances. La majeure partie des enfants donc de pauvres avaient la possibilité d'aller donc dans des internats, étaient encouragés. Une fois qu'ils avaient donc des résultats assez intéressants, avaient la possibilité donc d'avoir des bourses. Ce qui n'est pas tellement le cas au temps de M. Ouattara. Il faut s'appeler Karamoko, il faut s'appeler Kone, il faut s'appeler Touré. Mais on est où là? Qui peut accepter ça? Qui? On va accepter ça encore? Un troisième mandat pour faire la promotion de Karamoko, de Touré et de Kone? On ne peut plus accepter cela. Ce rattrapage, le seul fait que M. Ouattara devait disparaître de la politique ivoirienne. Nous ne pouvons plus l'accepter. C'est justement voilà, le point que je peux faire, cher ami. C'est aussi clair. Le rattrapage. Le rattrapage. Mais regardez, mais cher ami, regardons un peu, cher ami. Tous les pouvoirs exécutifs sont à main aujourd'hui des parents de M. Ouattara. Si ce n'est pas lui-même ses parents, à qui on met dans des postes stratégiques, son frère, qui est donc secrétaire à la présidence, qui lui s'occupe de tout le magot donc de la présidence de la République. Son frère est là, il a sa nièce à côté, il y a sa sœur de l'autre côté, ses cousins, les enfants de sa femme ici et autres. Bon, cela, on me dira que tous les présidents ont fait cela. Il n'y a pas de problème. Je peux vous accorder cela. Allons-y. M. Ouattara lui-même, il dit, oh oui, on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord, je suis musulman du Nord. Alors donc, on ne veut pas voir les musulmans du Nord. En Côte d'Ivoire, on ne veut pas voir. Oui, on ne veut pas. Oui. Vous arrivez au pouvoir après avoir dit tout cela, vous arrivez au pouvoir et puis ce sont la promotion des nordistes que vous faites. Allez-y comprendre quelque chose. Non, allez-y comprendre quelque chose. Après avoir dit tout ça, et vous arrivez, c'est la promotion du Diakité, voilà, il va dire n'importe quoi, parce que lui profite de ça aujourd'hui, alors que le même Diakité disait, oui, Ali Konamedien, il est un femme, Ali Konamedien dit que moi, Diakité, je ne peux pas être ivoirien, Ali Konamedien. Oui, Diakité, il était très content hier, très content hier de crier, Ali Konamedien, c'est un femme. Oui, parce qu'il ne veut pas, quand vous êtes Diakité, vous n'avez pas la possibilité d'avoir la place en Côte d'Ivoire. Oui, vous étiez fier de dire ça hier. Vous étiez heureux. Vous étiez fier de dire ça hier. Mais aujourd'hui, c'est plus de 60%, 70% de la population qui ne se retrouve pas dans votre rattrapage. Comment vous pouvez comprendre cela? Le président de la République lui-même, le pouvoir exécutif, il est du Nord. Il a un premier ministre qui l'accompagne, il est du Nord. Vous comprenez? Tous les pouvoirs significatifs de la défense à la sécurité,
à la justice. Tout ça, ce sont des populations du Nord. Et on est fiers avec. Vous avez donc le pouvoir législatif, on vous en va mettre Amadou Soumao. Le premier secrétaire vient du Nord. Vous comprenez? Vous sortez là, vous avez donc le pouvoir judiciaire. Voilà, on met le ministre du Nord. Vous comprenez? Hein? Le procureur, si vous voulez, le tribunal de première instance d'Abidjan du Nord, celui de Boaké, vous avez vu, Brahma, mon ami Brahma là-bas, voilà, qui peut faire tout ce qu'il veut du Nord. On va au niveau de la communication, mettez ministre de la communication, il vient du Nord. Directeur de l'ADI, il vient du Nord. Directeur de la radio, il vient du Nord. Vous comprenez? Vous sortez dans tout ça, hein? On nous amène directement le chef suprême des armées, il vient du Nord. Alors, où on va avec tout ça? Donc, ce rattrapage en lui seul fait que M. Ouattara ne mérite même pas de faire de la politique en Côte d'Ivoire. Ça, je l'ai dit, je l'assume. Tout politicien qui viendra dans ce pays-là nous balancer au moins ce genre de rattrapage et autres, nous ne devons plus accorder la possibilité à ces personnes encore d'exister, de faire de la politique. La nouvelle politique ivoirienne, ça doit être donc des gens qui viennent apporter un plus, qui créent donc la cohésion nationale, qui donnent la possibilité à chaque citoyen de s'en sortir. Chaque citoyen de dire, écoutez, bon, moi je m'appelle Dibé, mais parce que je travaille dur, je peux m'en sortir. J'ai envie donc d'être ministre, à force de travailler, je peux certainement taper dans l'œil du nouveau président pour être ministre. Je vais être directeur de cabinet, mon travail me permet donc d'être directeur de cabinet. Voilà ce que nous entendons dans la Nouvelle Côte d'Ivoire, ce que nous voulons dans la Nouvelle Côte d'Ivoire. Pas des gens qui vont faire donc la promotion du rattrapage. Vous comprenez? Voilà un peu, hein, cher ami, le point que je veux faire. Hein. Je pense que ça fait un peu mal à notre ami. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité donc de dire oui, Ali Kona Bédié, il ne nous aime pas. Ali Kona Bédié, il est xénophobe. Moi, Diakité, je ne peux pas être quelqu'un. Moi, Lassane Kamagatité, je ne peux pas être quelqu'un parce que Ali Kona Bédié ne nous aime pas. Mais aujourd'hui, vous êtes fiers. Je crois que vous devez faire partie de ceux qui devaient donc critiquer cette politique de rattrapage de M. Ouattara, puisque vous l'avez critiqué hier. Voilà un peu quelques points que je voulais faire, hein, cher ami Kabagati. Hein, voilà. Alors, je crois qu'il y a un autre point que j'avais voulu répondre. Je crois que c'était quoi? Est-ce qu'on peut exclure les ignares donc de ce direct? Bon, d'accord. Bon, excusez-moi, je crois que c'est le terme qu'on ne devait pas employer. Veuillez m'excuser. Encore, il dit la forme de lui du PDCI-RDA est utile donc dans l'état de la démocratie. Bon, vous vous posez la question. Dans un pays où on parle de démocratie, on n'utilise pas la violence pour conquérir le pouvoir. C'est la Constitution donne la possibilité aux citoyens, une fois que vous n'êtes pas d'accord, de manifester, d'aller donc dans les rues. Mais est-ce que ce régime donnera la possibilité aux citoyens donc d'aller une grande manifestation? Vous organisez une manifestation privée, organisée, à la dernière minute, soit on vous refuse des stades, à la dernière minute, on change donc des stades. La dernière fois, c'est parce qu'il y avait une très grande mobilisation. On est parti donc du stade Champrou pour aller donc au palais des sports, au parc des sports, vous comprenez? Mais parce qu'il y avait une mobilisation, à la dernière minute, on peut changer. Et ensuite, dans les manifestations, vous serez même surpris donc de trouver donc des microbes qui vont créer la confusion. Ensuite, la police peut arriver pour mater cette manifestation à tout moment. Vous voyez que nous ne sommes pas du tout en démocratie. Donc, face à tout ça, que faut-il faire? Utiliser la violence face à un régime qui est aussi plus violent que vous, qui détient pratiquement tous les moyens de l'État? Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Cette solution ne peut arriver que si c'est une population qui s'élève pour un soulèvement. Mais sinon, un seul parti politique ne peut pas aller contre le régime du RHDP. En ce sens, le PDCI-RDA ne peut pas aller contre le RHDP aujourd'hui. Une action de manifestation d'envergure doit être de façon générale et avec la cohésion d'une très grande partie donc, de l'opposition. Donc, j'approuve cette attitude du PDCI qui utilise donc la communication, la pression, les relations internationales et tout ce que vous voyez en même temps pour faire passer son message. Hein. N'en déplaise à ceux qui pensent que, voilà, il y a le frère Tony qui dit non, à son temps, Martin Luther King n'aurait certainement, n'allait pas se taire. Vous avez peut-être raison, mais chaque temps a sa période, hein, vous comprenez. Hein? Aujourd'hui, manifester dans ces conditions, vous avez vu déjà à Boaké, où ce n'était pas une manifestation coordonnée, des jeunes qui sont sortis, déjà on parle d'un seul mort, des gens qui n'avaient pas du tout d'armes, qui étaient souvent dans la rue en train de dire « Oh, libérez, libérez, libérez ». Mais ces personnes, il y a eu un mort.
Seulement dit libérer, libérer, libérer. Il y a un mort. Vous imaginez seulement les dire Ouattara Naga Bardi, Ouattara Naga. Mes chers amis, ce sont donc des dizaines et dizaines, des centaines de morts que nous allons voir. Avec ces enfants qui sont allés là, libérer, 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 un mort. Comprenez, chers amis? Je suis en train de rire parce que c'est vraiment ridicule. Donc, avec ces individus comme vous avez, avec une force en face de vous comme ça, vous allez mettre vos militants dans la rue en ce moment? Non, je ne pense pas. Utilisons donc la pression, la communication comme il faut, et nous le faisons pour faire comprendre à M. Ouattara et surtout expliquer cela sur le plan international. D'ailleurs, les amis à l'international qui écoutent cela, quand ils voient cela, ils sont dépassés. L'image que les gens avaient donc de M. Ouattara, le démocrate, cette image-là s'est effritée pratiquement. Donc, tous ceux qui nous suivent, si vous avez donc des amis, faites un résumé de ce qui se passe et puis vous le balancez. Et je crois que ça pourra avoir beaucoup plus une efficacité nette que d'aller aujourd'hui contre le régime de Michel Alassane Dramane Ouattara, surtout de façon frontale. Alors, une autre question qui venait, je crois... Alors, il dit, préparons-nous massivement pour 2020. Je crois que vous avez raison. On va écouter donc la radio RHP. Et bon, on va quitter dans tout ça. Pas d'injures, s'il vous plaît. Il dit, je suis désolé, mais quand vous, que Ouattara a travaillé, c'est normal parce que M. Gbagbo et les ministres Antoine Boyou-Babé ont épongé la dette. Bon, tout ça, cher ami, on va sortir de tout ça, M. Blé. Hein? Il y a on reproche beaucoup de choses à M. Ouattara, mais il est arrivé, il faut reconnaître qu'il y a des efforts. Il a fait quand même des efforts sur le terrain. Comme il dit, ah oui, monsieur, nous les autres, M. Ouattara a empêché les autres de travailler. Bon, écoutez, si M. Ouattara nous a empêché de travailler, c'est parce qu'il était plus fort. Comment vous pouvez être au pouvoir? Et puis vous leur laissez donc l'opposant vous empêcher de travailler. Vous avez vu un opposant qui a pu empêcher le président au fait de travailler? Laurent Gbagbo l'a essayé quand même, est-ce qu'il a pu empêcher le président au fait de travailler? Vous êtes au pouvoir, vous avez tous les pouvoirs, comme le disait Afingé-San. Alors, si vous êtes au pouvoir, que vous laissez M. Ouattara vous empêcher de travailler, c'est que vous n'étiez pas au pouvoir. À la fin donc, des années 99, M. Henri Konan avait dit à laisser M. Ouattara contrôler. Il a perdu le pouvoir à cause de ça. Laurent Gbagbo aussi a laissé M. Ouattara contrôler. Aujourd'hui, Ouattara ne laisse pas la possibilité à qui que ce soit de contrôler. Donc aujourd'hui, il a dit oui, M. Laurent Gbagbo a fait le travail. Écoutez, il y a une continuité de l'État. Mais n'oubliez pas que M. Alassane Dramane Ouattara, quand il prenait le pouvoir, après donc, la guerre, tout était pratiquement détruit, il y avait tout à refaire, cher ami. Donc vous et moi, on peut certainement être d'accord sur ça. Quand on dit que rien n'a été fait, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire la politique. Hein. Il y a des choses qui ont été faites en Côte d'Ivoire. Mais je répète, de façon générale, Ouattara a échoué avec son affaire donc, de rattrapage et puis créer des conditions de voir les Ivoiriens donc, en exil et puis la cohésion nationale. Là, il a échoué complètement. Ce monsieur ne méritait même pas un deuxième mandat à cause de ça. Tout leader qui viendra, tout leader de parti politique, bien tout candidat, qui va créer des conditions pour qu'il y ait une division des Ivoiriens pour pouvoir régner, cette personne devait être exclue de la politique ivoirienne. On fait la politique pour le mieux-être d'une population, de la population, mais quand on est incapable de le faire, cher ami, vous n'avez pas votre place en politique. C'est aussi clair que ça, cher ami. Donc, Ouattara a échoué, vous comprenez? Le fait de voir donc, nos sœurs ivoiriennes à l'exil, à ceux qui ont fait l'exil, croyez-moi, je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire. C'est le cœur meurtri que je vous raconte cela. On était aux États-Unis, il m'appelle, il me dit, ah non, mais j'ai un ami qui vient d'arriver du Togo, il était très heureux, il arrive, il me dit, ah oui, j'ai vu vos sœurs en Côte d'Ivoire, hein, au Togo. Il dit, mais tu as vu nos sœurs comment? Non, je les ai vues, vos sœurs là, dans la rue, vous comprenez? Ça dit, elles sont déjà en exil, puisque l'exil en Afrique, ce n'est pas comme vous êtes exilé en Europe. En Europe, vous avez au moins le minimum. En Afrique, vous n'avez pratiquement rien, c'est dans les hangars, sur les tentes, à peine, si vous avez même $500 par jour, vous comprenez? Donc, nos sœurs sont obligées donc de se livrer au travail du plus vieux, hein, le plus vieux travail du monde. Quand vous allez au Togo, au Burkina, au Ghana, l'exil a poussé nos sœurs dans la mendicité. Alors, vous pensez qu'on va passer tout notre temps, être ivoirien, vivre dans ce pays comme la Côte d'Ivoire, un pays aussi riche, un pays aussi prospère, et laisser nos sœurs, nos frères à l'exil? M. Ouattara a échoué.
La Constitution ne donne pas la possibilité à qui que ce soit donc, de rester en exil. M. Ouattara, il devait utiliser 2, 3 années, 4 années après, tous les moyens, même s'il devait aller les chercher des forces, aller les chercher pour les ramener donc, en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas été le cas. On avait l'impression que bon, plus il y a de personnes en exil, là, plus nous sommes heureux. Ça a été l'échec total du gouvernement M. Ouattara. Donc voilà les deux échecs qui ne doivent même pas permettre à M. Ouattara de parler encore de politique. Le rattrapage et la cohésion nationale qui n'a pas réussi. Le dialogue, qu'on appelle vulgairement le dialogue politique, qui n'a pas réussi. On fait la politique pour qui alors? On fait la politique seulement pour les frères du Nord? C'est ça? Et les autres frères, on ne fait pas la politique pour eux, c'est ça? Alors il a échoué complètement. Donc quand vous n'arrivez pas à créer une cohésion, vous comprenez? Et que vous divisez donc les Ivoiriens pour résister, pour régner de façon que nous voyons, mais vous n'avez plus votre place en politique. Voilà ces deux aspects qui, pour moi, me disent que M. Ouattara n'a pratiquement rien fait là. Il y a des actions critiques quand même. Un peu donc des petits points que je voulais faire. Je crois qu'il y a encore d'autres questions. On peut peut-être développer. On aura la possibilité. Je ferai. J'ai beaucoup de shows que j'anime au moins sur 4 pays. Hein. De temps en temps, il y a des frères ivoiriens qui m'écrivent, me disent, mais écoute, Jacques, vous aidez beaucoup plus Jacques Roger, vous aidez beaucoup plus la Guinée, le Burkina Faso, le Gabon et autres. Mais rarement, vous faites donc des émissions un peu sur la Côte d'Ivoire. Bon, vous allez me voir régulièrement au niveau donc de la radio PDCI que nous avons choisi donc de discuter et de communier donc avec vous, hein, faire passer un peu donc notre un peu le message. Alors, est-ce que je peux avoir une autre question? Je crois qu'il y a plusieurs questions. Hein. Alors, qui vient donc, M. Blé, c'est ça, M. Blé, il dit, vous êtes bien, merci. Ben, voilà, c'est bon, M. Blé. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, hein, c'est de penser que le gouvernement de M. Ouattara n'a pratiquement rien fait. Bon, c'est pas ce que vous avez dit mot pour mot, hein, mais vous êtes revenu un peu sur les prouesses économiques de M. Laurent Gbagbo et en train un peu donc d'écarter au moins quelques réalisations de M. Ouattara, du régime de Ouattara. Là, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Hein. Il y a des actions qui ont été posées. Mais j'en conviens avec vous que ce qui était fondamental et nécessaire, M. Ouattara a échoué. Ça, c'était donc la cohésion. Et le fait donc de nous enfoncer le rattrapage, soi-disant parents qui étaient donc victimes, en guillemets, M. Ouattara ne mérite même plus de faire de la politique en Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, hein, j'espère que vous allez avoir un excellent week-end. Demain, c'est samedi. Je ne sais pas si nous aurons la possibilité de faire un direct. Mais nous allons essayer de faire donc des directs peut-être 5 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 1 fois par semaine. Tout dépendra. Hein? Tout dépendra donc de Madame Ebi Jazz. Voilà. Si Madame Ebi Jazz le veut, nous le ferons. Hein? Ce que femme veut, Dieu veut. Hein? Voilà. D'accord. Merci beaucoup et j'espère que vous avez un peu apprécié ce que nous faisons. Vous pouvez nous amener donc des critiques par rapport à la manière dont nous animons donc l'émission, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, comment nous pouvons approfondir donc le débat. Créons des conditions donc d'engager un débat direct avec nos amis du RHTP, nos amis du FPI. Hein. Ce débat doit être assez dur, comme on le veut, mais il faut engager ce débat. Vous comprenez, hein? Donc ne soyons pas surpris hein, si demain vous avez donc des invités du RHTP, hein, eh bien, comme je l'ai dit, voilà, je vais vous raconter quelque chose. Voilà, j'allais même finir avec ça. Vous savez, au niveau donc des partis politiques, la manière dont vous faites votre politique, là, sincèrement, c'est pas comme ça, Jacques Roger, hein, c'est clair. J'ai moi ma conviction et j'ai mes convictions. Et donc de la communication, nous faisons un talk show. Donc en tant que tel, tout leader, je répète, tout leader qui arrive aux États-Unis d'Amérique ou bien dans le monde entier, si j'ai la possibilité donc d'aller interviewer donc le leader, hein, nous le ferons. Voilà, nous le ferons. Bon, on ne vient pas me dire, ah oui, Jacques Olosé, vous avez interviewé Pierre, donc vous n'êtes plus de la gauche pour l'opposition. Il faut quitter un peu dans ce faux débat, cher ami. Hein? Il faut quitter un peu dans ce faux débat. Voilà, ok. Merci donc, cher ami. Hein?
en ce président-là.